Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va introduire donc les chaînes de Markov et leur application dans le trading et en finance quantitative. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'une chaîne de Markov? Une chaîne de Markov est une séquence d'événements où la probabilité de chaque événement dépend uniquement de l'état atteint lors de l'événement précédent, et non de la manière dont cet état a été atteint. En d'autres termes, c'est un processus stochastique possédant la propriété de Markov, qui stipule que l'avenir est indépendant du passé, étant donné le présent. Pour faire simple, c'est en fait un processus sans mémoire, un processus stochastique sans mémoire, où on a seulement l'état présent, et à partir de cet état présent, on peut définir plusieurs probabilités pour que l'état suivant soit telle valeur. En fait, il faut déjà définir ce que c'est qu'un état. Le mieux d'abord pour introduire ça, c'est de voir les diagrammes de transition pour avoir une idée. Une chaîne de Markov. Un diagramme de transition est une représentation graphique des transitions possibles dans les états d'une chaîne de Markov. Les états sont représentés par des nœuds, et les transitions entre les états sont représentées par des flèches. Chaque flèche est étiquetée par la probabilité de la transition correspondante. Voilà exactement ce que c'est un diagramme de transition. C'est l'exemple de la météo. On a trois possibilités. Trois états dans notre système, trois états dans notre chaîne de Markov possible. Il fait beau, il pleut, ou alors il fait nuageux. Et en fonction de ces états, on peut définir des probabilités de passage d'un état à un autre. Exemple, imaginons que notre état présent est la pluie. Quelle est la probabilité pour qu'il repleuve demain? La probabilité pour qu'il repleuve demain est 0,5. Donc il y a une chance sur deux qu'il pleuve demain. Quelle est la probabilité pour qu'il fasse beau? Elle est de 0,4. Et enfin, dernière possibilité, quelle est la probabilité pour qu'il fasse nuageux? Elle est de 0,3. Imaginons que on avance d'un pas et l'événement réalisé, c'est il fait beau. De même, à partir de cet état qui est de maintenant notre état présent, on peut définir trois états possibles. Soit il refait beau, avec une probabilité de 60% ou une probabilité de 0,6, soit il fait nuageux, avec une probabilité de 0,3, ou alors enfin, il repleut, avec une probabilité de 0,1. Et ensuite, on peut réitérer le processus et à chaque état présent, définir quelles sont les probabilités pour qu'on ait tel ou tel état dans notre période suivante. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est un processus sans mémoire et ce qui importe seulement, c'est le présent. La manière dont le processus est arrivé au présent n'importe pas. Il y a seulement le présent qui importe, et en fonction de cet état présent, on peut définir des probabilités de transition d'un état présent à un état T+1, un état futur de la prochaine période. Donc, on a défini ce que c'était les états, les transitions, et ce que c'était que la propriété de Markov, le fait qu'il n'y ait pas de mémoire dans le processus et que ça ne dépend seulement de l'état actuel, de l'état présent, et non des états précédents et de la manière dont le processus a évolué par le passé. On a aussi vu ce que c'était qu'un diagramme de transition, et maintenant on va voir donc les matrices de transition. Donc déjà, on a une matrice P, c'est une matrice carrée de taille n par n. On a l'élément situé donc pour les lignes, c'est le i, et l'élément pour les colonnes, on va le noter j. Chaque élément de la matrice peut être noté P indice ij, donc qui représente la probabilité de transition d'un état i à un état j, exactement comme pour un diagramme de transition. Donc, quelle est la probabilité d'avoir un état j, sachant mon état i, en gros? Et c'est exactement ce qu'on voit là. Mathématiquement, PIJ est défini comme la probabilité conditionnelle d'avoir donc j, donc l'événement j, sachant que à l'état actuel, j'ai i. Vu que chaque élément P est une probabilité, il doit être compris entre 0 et 1. La somme des probabilités sur chaque ligne, vu que chaque ligne définit un état i présent toutes les possibilités futures, donc pour l'état j, il doit forcément être égal à 1. C'est exactement ce qu'il y a ici. Et si l'état j est inaccessible depuis l'état i, alors PIJ égale 0. On peut donner un exemple d'une matrice de transition. Donc P 1, c'est donc quelle est la probabilité d'avoir l'état à la période suivante égale à 1, sachant que mon état actuel est égal à 1. P de 1, c'est quelle est la probabilité d'avoir 1 à l'état suivant, sachant que mon état actuel est égal à 2, et etc. etc. Donc voilà pour introduire les chaînes de Markov, les diagrammes de transition et les matrices de transition. Maintenant, on va l'appliquer au trading, à la finance, avec un exemple simple. Donc c'est vraiment un exemple, c'est pas une application concrète dans un algorithme de trading. Déjà parce que c'est quand même un concept assez simple. Donc souvent, là, avec des données de ce type, c'est-à-dire en weekly ou en journalier, on va pas
capté surtout sur des marchés comme là on va prendre Tesla, qui sont extrêmement liquides, extrêmement efficients. On va trouver peu d'anomalies, même si ça va quand même être intéressant, hein, mais on va voir que c'est plus, en fait c'est beaucoup plus utile, ces concepts-là sont très 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 utiles en trading haute fréquence. Donc pour commencer, il faut importer nos prix. On va travailler avec les données donc de Tesla. On va remonter arbitrairement donc jusqu'à cette date et avec les données en semaine, hebdomadaire. On prend juste les données de fermeture ajustées à tout ce qui est dividendes, etc. etc. Ensuite, on calcule les rentabilités en utilisant PCT change de Pandas. Ah oui, pour les modules importés, voilà les modules, il y en a 4. Il y a Pandas, YoFinance pour importer nos prix, NumPy et SciPy. Donc, ensuite, il va nous falloir une fonction qui va prendre comme paramètre DF, donc un data frame, donc les rentabilités, et ensuite le nombre d'états que l'on souhaite dans notre système. Qu'est-ce que ça va faire? Dans un premier temps, on va définir donc une liste qui vont être nos labels. Au lieu d'avoir cloudy, rainy, etc., on va voir des labels de 1 à n state qui vont être justement nos états. Plus on est faible, en gros plus notre label est faible, plus les rentabilités sont faibles, et plus notre label est élevé, plus les rentabilités seront élevées. Voilà comment interpréter cette liste. Discrète. Donc là, c'est justement pour discrétiser nos rentabilités. Ça va associer donc les valeurs de nos labels ici à des quantiles. Donc imaginons, en gros, ça va calculer la fonction de répartition empirique, et ça va associer, par exemple, si on prend n state égale à 4, ça va associer 1, donc l'état 1, à des rentabilités qui se situent dans les 25% les plus faibles, par exemple. Si on prend bien n state égale à 4. Si label égale à 2, ça veut dire que c'est des rentabilités entre 25% des plus faibles, donc au-dessus de 25% les plus faibles, mais par contre en dessous 50% les plus faibles. Et de même, ensuite le 3 c'est entre 50% et 75% des plus élevés, et enfin 4, bah, c'est toutes celles qui sont au-dessus des 75% les plus grands. Voilà, en gros ça va associer des nombres qui vont être nos états à des rentabilités qui seront classées entre différents ordres de magnitude par quantile. Discrete.name, donc là on donne un nom à discrete qui est un panda.series, on le transforme en data frame, on initialise notre matrice de transition avec np.0, elle prend donc comme shape nState. Discrete lag 1, donc là on a besoin de la période précédente. Donc la période précédente, on va utiliser shift pour la décaler et la mettre au même niveau que notre période actuelle. Donc ensuite on lance une boucle for i, for j, et on va ici compter, donc du coup, le nombre de fois, pour initialiser chaque élément de notre matrice, le nombre de fois où on a notre élément i qui va être égal à notre élément j. Une fois qu'on a calculé discrete lag 1, on va lancer une boucle, une double boucle for i et for j, qui vont en fait initialiser pour chaque élément de notre matrice de transition. Pour le moment, on va donc initialiser les pré-probabilités en fait, ce qui seront les probabilités plus tard. Donc tout d'abord, ça va compter en fait le nombre de fois où notre état présent est égal à 1 pendant que notre état suivant est égal à 1. Une fois cela fait, j passe à 2 et on recommence. On va compter le nombre de fois où notre état i est égal à 1 alors que notre état i, ce qui est notre état présent, est égal à 1, et que en même temps notre état, donc l'état suivant, sera égal à 2. Et vice versa. Et à chaque fois, on associe les éléments à la matrice. Une fois que ça c'est fait, il faut pour calculer la statistique du Ki2 qui est très importante et qui va justement nous permettre de voir déjà si le marché est efficient ou ne l'est pas. Et si notre matrice de transition est significativement différente de celle attendue sur un marché efficient. Donc pour cela, on va d'abord initialiser une matrice pleine de zéros comme la matrice de transition qu'on a calculée précédemment. Et pour chaque i, en fait, c'est simple, vu qu'il n'y a pas plus de probabilité en fait dans un marché efficient pour qu'un état change à un autre état, et ben on équipondère tous les états. Parce que s'il y aurait plus de probabilité pour qu'un état change en un autre état, eh bien il y aurait un edge, une information qui permet de prédire le futur, et donc le marché n'est pas efficient par définition. C'est bien pour ça qu'il faut équipondérer, qu'il faut mettre les probabilités de manière équiprobable. Donc on le fait de cette manière-là. Ensuite on calcule la statistique du Ki2 de cette manière. On calcule les degrés de liberté, et ensuite
grâce à la statistique et les degrés de liberté, on peut calculer une p-value en appelant la loi qui2 du module scipy.stat. Ça permet du coup de calculer la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie. Si cette probabilité est très proche de 0, l'hypothèse nulle qui est que le marché est efficient est très faible, donc on peut rejeter l'hypothèse nulle et accepter que le marché n'est pas efficient. C'est le principe des statistiques au sens fréquentiste classique. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, on peut initialiser de cette manière-là la matrice de transition. En fait, là, cette fois, donc pour avoir réellement des probabilités, il est important de mettre axis 1 et reshape -1, 1, justement pour que lorsqu'on fait la division, ça se fasse bien sur les éléments souhaités. Pareil pour la matrice, si la matrice de transition espérée, si le marché est efficient. Ensuite, on renvoie ces 4 éléments. Et voilà, voilà pour cette fonction. Une fois qu'on a calculé, donc une fois qu'on a défini la fonction, on va initialiser nos variables. On va prendre un exemple, on va prendre 4 états. Donc une matrice de transition de taille 4, 4. 4 par 4. Donc il faut que je relance tout. Voilà. Là, on peut imprimer donc nos matrices de transition, notre matrice de transition attendue si le marché est efficient et notre valeur P. Qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà que pour les états, la probabilité de passer d'un état 1 à un autre état, un état J, on voit qu'il y a une sorte de... Il y a beaucoup plus de probabilité pour que l'état soit à 4 que pour les autres états. Donc il y a un edge ici, il y a plus de probabilité après une faible rentabilité que il y ait une grande rentabilité. Pareil ici, il y a plus de probabilité pour qu'il y ait encore une très grande rentabilité quand la rentabilité à l'état présent est très grand. Parce qu'on rappelle, état i égale 1, ça veut dire, ou l'état 1 de manière générale veut dire une rentabilité qui fait partie de 25% des plus faibles, et un état égal à 4, ça veut dire une rentabilité qui fait partie des 25% plus grande rentabilité. On voit que donc le marché est bien inefficient, hein, et que notre matrice de transition est significativement différente de celle attendue si le marché est efficient. Donc on va essayer de monter une stratégie dans notre cas. Donc en fait, la stratégie, déjà, là, c'est juste, on renomme un data frame, faire le backtest. Ici, on calcule notre benchmark, qui est une stratégie de buy and hold. Et là, notre stratégie, donc le backtest, on va le faire de cette manière-là. C'est tout simple. À chaque période, on va regarder l'état présent. S'il est égal à 1 ou il est égal à 4, et ben dans ces cas-là, on prend les rentabilités de l'état suivant. Et sinon, on prend 0. Ensuite, axis 1, c'est pour que ça fonctionne. Là, on calcule les différentes statistiques, rentabilité espérée annualisée et volatilité annualisée. On prend un taux sans risque égal à 3%, et ensuite, on calcule les Sharpe ratio. Qu'est-ce qu'on observe? On observe déjà qu'on n'a pas gagné en Sharpe ratio. On a même un peu perdu. Par contre, on a diminué notre volatilité et on a diminué aussi nos rentabilités espérées. Donc cette stratégie, en fait, elle va pas permettre un meilleur Sharpe ratio. Donc on peut voir que ça permet seulement de réduire le risque. Alors pourquoi? Déjà, on peut voir que les anomalies ne sont pas non plus excessives. On n'a pas, par exemple, on n'a pas des valeurs très faibles, très proches de 0 ici et très proches de 1 ici. Donc ça peut expliquer pourquoi on n'arrive pas justement à dépasser le Sharpe ratio du buy and hold. Ensuite, ici, ce qui peut l'expliquer aussi, c'est qu'on simplifie. On a pris seulement un actif. Ce qui aurait pu être plus intéressant, c'est que par exemple, prendre comme benchmark le S&P 500, prendre comme pour univers d'investissement de notre stratégie la totalité des actions du S&P 500, et justement regarder à chaque fois, grâce aux motrices de transition de chacun de ces actifs, lesquels ont le plus de probabilité dans l'état suivant de monter. Et du coup d'acheter seulement ceux à chaque période qui ont le plus de probabilité d'avoir des rentabilités positives à la période suivante. Ou négatives aussi. En fait, c'est parce que si ici on a fait un long only, mais on peut aussi partir du principe qu'on a le droit de shorter. Et donc dans ces cas-là, on aurait pu aussi faire ça. Donc là, c'était un exemple, mais la stratégie peut être largement améliorée. Et comme je le dis, ici, on a pris la matrice de transition pour simplifier, on l'a estimé sur le même échantillon sur lequel on fait nos backtests. Dans la réalité, on fait pas ça. On prend une fenêtre roulante et on estime à chaque période la matrice de transition sur cette fenêtre, par exemple. Mais voilà. Donc, c'était un exemple des chaînes de Markov
et une explication des chaînes de Markov et leur application dans le trading et dans la finance. Un exemple, parce qu'il en existe plein d'autres, des façons de les utiliser en finance. D'ailleurs, là, on l'a utilisé dans une stratégie de trading, mais on peut seulement, genre par exemple, les utiliser pour donner un indice de l'efficience d'un marché. Plus notre p-value est proche de 0, plus l'efficience du marché est faible. Et donc du coup, plus l'efficience du marché est faible, plus il y a de probabilité de trouver des anomalies avec d'autres algorithmes, d'autres façons et d'autres techniques. Donc on peut aussi l'utiliser comme un test d'efficience. Donc voilà, il y a plein de manières d'utiliser ces matrices de transition. Ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un like, vous abonner et commenter pour me donner des idées d'autres vidéos. Si vous souhaitez travailler avec moi pour des missions dans la science des données ou dans la finance quantitative, j'ai mis mon LinkedIn et mon compte Malte en description, vous pouvez me contacter. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo.